Bonjour à tous, nous allons maintenant aborder un thème qui est celui de la parole et de la politique. La politique au sens large, c'est-à-dire la question du pouvoir, qui d'ailleurs pourrait aussi s'accorder à la question du droit. La question du pouvoir, puis-je parler, mais que puis-je dire, mais également aussi, est-ce qu'on me donne le droit de le dire, et si on me donne le droit de le dire, comme liberté formelle, que vais-je dire, qu'ai-je à dire ? Et vais-je être écouté par ceux à qui je m'adresse. Donc c'est la parole comme enjeu de pouvoir. Le pouvoir traditionnel passait habituellement par des engagements plutôt oraux, par la parole donnée, par l'oralité. Donc c'est par la parole que passait souvent le lien social ou le lien politique. Dans les clans, les tribus, dans les groupes ou dans les mafias, nous avions un thème en prépa HEC autrefois qui était le thème de l'échange, qui se prêtait bien à ce genre de réflexion. Avec la modernité, plus tard, au XVIe siècle, XVIIe siècle, est venu le rôle de l'État, des lois écrites. On a ressorti le droit romain et on a rédigé, si vous voulez, des contrats. C'est-à-dire que les relations sociales ont été, si vous voulez, au fond formalisées. Alors que dans la tradition, l'oralité suffisait, par le biais, par exemple, de l'engagement chevaleresque, ou par exemple par le biais de la promesse. 3 temps dans ce développement, un temps théorique, pourquoi parler de la parole comme enjeu de pouvoir, un temps d'exemple historique, de génération, de siècles, de société, et peut-être un dernier temps pour un débat sur une tradition, je dirais, française, c'est la tradition de la rhétorique, qui a prêté à polémique depuis assez longtemps. Alors d'abord, la parole comme enjeu de pouvoir. Au fond, parler, c'est exercer un pouvoir. Je peux parler au pouvoir, je peux parler du pouvoir, je peux parler avec le pouvoir. Si je suis conseiller du pouvoir, je peux aussi parler contre le pouvoir, y compris faussement contre le pouvoir, parce que je peux être aussi l'opposition de Sa Majesté. Dire aussi que je tiens ma parole supposerait que la parole soit une donnée, si vous voulez, en fait objective, mais elle va et elle vient, elle est plutôt contingente, et je peux, par exemple dans une réunion publique, tout faire, seul ou à quelques-uns, pour essayer de la prendre. Donc la parole va et vient de ce point de vue, même si certains sont habilités, légitimés ou titrés pour en fait exercer la prise de parole dans un ordre du jour. Mais là je m'appuie sur Machiavel, qui pourrait très bien montrer qu'en effet il y aurait un art du pouvoir, un art de la parole qui serait en fait un art du pouvoir. Bien, je peux parler contre le pouvoir, je peux parler au pouvoir, je peux essayer de contrôler le pouvoir, et contrôler le pouvoir, c'est lui parler, ou parler à ceux qui m'écoutent contre lui, et donc contrôler peut-être la parole. Je peux parler au pouvoir, je peux conseiller le pouvoir. C'est ce qu'ont fait au fond les intellectuels et les conseillers politiques humanistes que l'on a retrouvés dans la monarchie modérée, que défendait par exemple Ronsard ou, si vous voulez, Erasme. Ce serait la fonction du conseiller du prince, celui qui pourrait jouir du droit de parler au pouvoir pour le conseiller politiquement, d'autres ayant peut-être pour rôle de tourner en dérision ce que le pouvoir pourrait décider, et là ça serait la parole du fou du roi ou la parole du bouffon. Parler, c'est donc exercer un pouvoir, et c'est porter par des mots, peut-être aussi des idées. Les paroles sont des repères du politique. Les seules paroles suffiraient à exercer un pouvoir politique. Vous avez entendu parler du pouvoir performatif de la parole. La parole peut accomplir une action. Je peux déclarer quelque chose, fonder un État, prophétiser, faire parler les défunts, ouvrir la séance, clore une séance, déclarer la guerre ou, disons, déclarer la paix. De plus, les paroles sont investies de connotations. Aucun mot n'est neutre. Les mots sont piégés, les mots sont forcément positifs ou négatifs.
si je parle du progrès, si je parle du bonheur, si je parle de l'égalité, ou si je parle de l'intégrisme, ou si je parle du populisme, cela déclenchera un certain nombre de réflexes un peu conditionnés dans l'esprit de mon auditoire. Par ces mots, je peux évidemment défendre, ou au contraire, disons, diaboliser l'ennemi en lui faisant porter un mauvais rôle. Parole, donc, enjeu de pouvoir. Parler, c'est exercer un pouvoir. Les mots ont du pouvoir et les mots sont investis de connotations. Il y a, dans un deuxième point, toute une dimension historique, si vous voulez, à prendre en considération, qui est celle des générations, que nous oublie peut-être trop souvent si nous limitons à une simple analyse, je dirais, abstraite, conceptuelle ou philosophique de la parole. Il y a des exemples historiques et, je dirais, des générations de discours, des générations de paroles. La question se pose à différents moments de l'histoire des idées. Je pense notamment à la démocratie antique, puisque dans la démocratie antique grecque, qui était au fond une démocratie restreinte à quelques milliers de citoyens libres, on défendait l'iségorie, qui était l'égalité devant la parole. Dans l'Assemblée générale des citoyens, le citoyen libre avait le droit de prendre la parole, d'élire magistrat et d'être élu lui-même en fait comme magistrat. Un autre moment, c'est aussi la Révolution française. La Révolution française qui, je dirais, entend régenter un peu la parole. Ce n'est pas d'ailleurs tout à fait nouveau, puisque, on aurait pu en parler juste un petit peu avant, nous remarquons dès le XVIIe siècle d'ailleurs la volonté de l'État en France. Ça fait partie de l'exception française de régenter le discours. C'est Richelieu qui, en 1635, crée l'Académie française, d'une part. Et au fond, cette centralisation se poursuit sous une forme différente avec la Révolution et l'Empire contre la diversité peut-être des parlers locaux et l'imposition du français, le français comme langue de la République. On le voit très bien dans l'idéologie de l'école primaire publique qui, en effet, imposait l'usage du français. Donc une parole, je dirais, officielle, celle d'ailleurs des actes écrits depuis l'édit de Villers-Cotterêts, mais aussi, pourquoi pas, par opposition, une parole libérée. Je pense notamment à toute la tradition du roman au XIXe siècle. Je pense en fait à Victor Hugo et à la tradition romantique. Voilà pour quelques exemples, si vous voulez, historiques de génération de paroles. Ce qui nous mènerait à peut-être considérer aussi différents types de voix, VOX, différents types de médias. Ce n'est pas sans rapport avec la parole. Vous avez dû entendre parler d'un spécialiste des médias qui s'appelle Régis Debray. Cet auteur est déjà tombé notamment dans des concours en synthèse de texte, notamment sur le thème des frontières. Régis Debray avait différencié, je dirais, des âges de l'humanité, des âges de l'histoire, en fonction du type d'expression, en rapport avec la parole, puisqu'il avait distingué la logosphère, c'est l'âge des orateurs et l'âge des prophètes, donc c'est l'âge de la parole, l'âge de ceux qui parlent, suivi au XVIe siècle de la graphosphère, ceux qui écrivent, c'est l'âge des clercs, des humanistes, des savants, et aujourd'hui nous sommes dans la vidéosphère, les écrans. Il y a un sujet de colle qui serait assez intéressant, ça c'est un sujet d'interrogation orale, ça serait les écrits des écrans. Bien. Régis Debray porte son attention plus particulièrement vers certaines formes de parole, notamment au XIXe siècle, la parole littéraire et la parole, si vous voulez, parlementaire. L'éloquence politique au XIXe siècle est un calque de l'éloquence littéraire, et les littéraires au XIXe siècle sont le plus souvent des historiens et aussi des hommes politiques, que ce soit Chateaubriand, Hugo, Michelet, Jean Jaurès et ainsi de suite. Donc parole littéraire au XIXe siècle,
parole populaire dans les romans romantiques, et puis, dans les années 30, nouvelle génération, une parole, une politique plus militante, plus tonitruante. Les années 30, ce sont les années de la propagande. Dans les années 60, avec le gaullisme et la technocratie, nous allons rentrer davantage dans ce qui sera, je dirais au fond, l'information officielle, dans un type de parole qui serait sans doute plus techno, entre guillemets. Jusqu'aux années 80, elle-même marquée par la mode de la communication, mot à la mode dans les années, si vous voulez, 80. Propagande, information, communication ne sont pas des mots neutres parce qu'à chaque fois, pour chacune de ces générations, que ce soit pourquoi pas l'hémicycle pour l'éloquence parlementaire, que ce soit la radio pour les années 30, que ce soit la télévision, la parole est déterminée par différents moyens techniques qui les véhiculent. Elle est proférée, portée vers le public dans différents lieux, et en fonction de ces lieux et de ces moyens techniques, le contenu n'est pas le même. Donc les lieux et les moyens de la parole diffèrent. Le sociologue canadien dans les années 60, McLuhan, avait montré que la technique n'était pas neutre parce que la forme de la transmission conditionne le contenu. Quelqu'un qui serait d'ailleurs peut-être à l'aise dans une tribune serait peut-être mal à l'aise à la télévision. C'est dans les années 60 que, par exemple, les candidats à l'élection présidentielle de 1965 ont pour certains quelques difficultés à s'exprimer en direct devant les téléspectateurs à la télévision. Après la communication, pour terminer cet aspect, nous pourrions envisager pour notre XXIe siècle la parole postmoderne. La parole postmoderne se veut une parole plutôt douce, plutôt soft, entre guillemets, plutôt normalisée, moins forte qu'il y a 50 ans. Il y a 50 ans, il y a 70 ans, nous étions à l'âge de la propagande, à l'âge des masses, à l'âge des grands meetings. Se pose aujourd'hui, si vous voulez, aussi la question du partage de la parole. Les élites sont souvent mises en cause, donc le débat sur la parole est lié à un débat sur l'exigence démocratique du partage de la parole, ce qui était pas nouveau, puisqu'au XIXe siècle, il y avait déjà une tradition libertaire, disons, de libre expression, mais aujourd'hui, je dirais, contre les élites installées, nous avons une réflexion également sur la démocratie, qui peut être une démocratie directe, chacun parle, une démocratie non représentative, peut-être par opposition à une démocratie représentative, qui serait les démocraties parlementaires, si vous voulez, traditionnelles, où l'élu pourrait faire ce qu'il veut de son mandat, alors que dans la tradition libertaire, évidemment, l'élu serait sous le contrôle permanent et constant du peuple et pourrait être révocable à tout moment si peut-être sa politique ne convenait pas aux souhaits de ses mandants, aux souhaits de ses électeurs. Pour terminer, un dernier point va nous mener vers une réflexion, si vous voulez, sur la rhétorique. Ce qui serait au fond un aspect d'ailleurs du deuxième point. Bon, c'est-à-dire les voies et les moyens de la parole. La rhétorique, parce qu'aussi elle a fait l'objet d'un certain débat polémique en fait en France. La rhétorique, c'est l'art du discours, bien évidemment, le discours argumentatif, c'est une tradition culturelle. Nous pouvons citer Cicéron, avocat de l'Antiquité, les orateurs religieux, Bossuet au XVIIe siècle, tous ceux qui veulent à la fois convaincre et persuader, plaire et instruire. Ce qui sont les deux objectifs quand même de l'art au XVIIe siècle, c'est plaquérer, plaire, et docérer, instruire. Et puis aussi, dans le domaine de la rhétorique, les grands orateurs de la Révolution, qui ont été formés, qui étaient des gens d'ailleurs en fait assez jeunes, mais qui avaient été formés à l'éloquence antique dans des collèges religieux, où ils avaient fait sans doute des heures et des heures d'exercices de style, à la manière de tel discours, de tel orateur, si vous voulez, en fait, antique, donc ils pouvaient reprendre évidemment les structures.
Alors, la rhétorique peut être jugée évidemment brillante, mais elle est aussi jugée souvent complètement convenue, complètement mensongère, formelle et souvent, si vous voulez, ridicule par un certain nombre d'auteurs, je dirais, satiriques du XIXe siècle. Je citerai Flaubert dans Madame Bovary qui caricature certains discours convenus et en fatigue des notables. À un moment donné, un conseiller de préfecture fait un grand discours banal et creux sur le progrès, que d'ailleurs les personnages principaux du roman, si vous voulez, n'écoutent pas. Et donc c'est un entassement de lieux communs, récité d'une manière sentencieuse et d'une manière emphatique. Or, parler à un public, ce n'est pas s'exprimer de manière grandiloquente, de manière sentencieuse. Bertolt Brecht, qui était un dramaturge du XXe siècle, dénonçait, je cite entre guillemets, les ronrons de curé endormant le spectateur. Donc, on peut évidemment parler à un public, mais l'oral n'est pas un texte lu. On peut évidemment faire des lectures publiques, on peut faire des lectures publiques, des confessions de Saint-Augustin. Mais l'oral n'est pas un texte lu, il a ses propres codes, il a ses propres règles, d'une part. Parler, ce n'est pas lire un texte écrit. À l'oral, le débat est permis. D'ailleurs, Montaigne parle de l'art de conférer, ce qui désigne l'art d'échanger. Conférer n'est pas la conférence dans laquelle un auditoire passif écouterait sans broncher ce qui serait dit. Conférer, ce serait en fait un échange. Bien des auteurs humanistes en particulier ont dénoncé la parole, je dirais, figée, la parole compassée. Rabelais dénonçait la parole figée et compassée de certains de ses professeurs de Sorbonne, maître Tubal-Holoferne ou maître Jobelin-Bridé, auxquels il avait d'ailleurs associé des noms quelque peu ridicules et grotesques. Au XIXe siècle, Rimbaud pestait contre les académiciens, et aujourd'hui, par exemple, Michel Onfray dénonce les intellectuels, si vous voulez, installés. Nous citions tout à l'heure Louis-Ferdinand Céline, qui aussi, dans Voyage au bout de la nuit, et dans Mort à crédit, critique le discours officiel, parce que c'est un discours, si vous voulez, pompeux, convenu, déconnecté de la réalité. Notamment, il oppose le discours, toutes les paroles patriotiques, à la réalité meurtrière, sanglante de la guerre. La guerre dans les Flandres en 1914, c'est le sang, la boue, la mort, et non pas forcément, si vous voulez, la gloire. Donc, la rhétorique serait, de ce point de vue, si vous voulez, mensongère. Peut-être par opposition à la rhétorique, il faudrait évidemment faire l'éloge de la parole vivante, qui serait celle de l'homme politique, pourquoi pas, du dirigeant d'entreprise qui saurait écouter ses salariés, mais aussi la parole vivante, ça serait celle du pédagogue qui pourrait éveiller justement en fait les élèves, les faire accéder à l'autonomie, les éduquer, ce qui vient de éduquere, si vous voulez, en latin. L'éducation n'est pas d'ailleurs un dressage, l'autorité n'est pas l'autoritarisme ni la contrainte, donc le pédagogue devrait manifester une parole vivante, tout comme d'ailleurs vous, école de commerce, étudiants en école de commerce, vous pourriez le faire au cours des oraux, des entretiens de personnalité. Merci de nous avoir écoutés, nous vous souhaitons bon courage pour les épreuves que vous passerez en 2017. Nous vous invitons d'ici là à vous reporter également à l'ensemble des réalisations d'Espace Prépa dans le groupe Studirama, les annales des concours, le magazine qui comprend des dossiers très riches, également le livre La Parole que j'ai réalisé avec Tony Brachet. Merci.